Et si vous deviez choisir entre protéger votre famille et sauver des centaines d'hommes que vous ne connaissez pas? En février 1916, à Reims, une jeune femme de 23 ans accoucha seule alors que les bombes tombaient et que les soldats défilaient dans sa rue. Ce jour-là, quelque chose d'inattendu se produisit. Un secret arriva jusqu'à sa porte, un secret capable de condamner ou de sauver tout un régiment. Des décennies plus tard, une photographie oubliée révéla enfin la vérité sur ce que Marguerite Lefebvre avait vécu dans ces heures glaciales de la guerre. Restez avec moi, car je vais vous raconter cette histoire dramatisée, inspirée de faits réels historiques, qui montrent comment une simple décision peut changer le destin d'une famille et d'un pays entier. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne, laissez un like et dites-moi dans les commentaires de quelle ville vous regardez. C'est important, car chaque soutien permet que ces récits historiques dramatisés continuent à être partagés et ne tombent pas dans l'oubli. Cette photographie a changé ma vie. Je l'ai découverte dans les archives militaires de Reims en 1987, 70 ans après qu'elle fut prise. Au premier regard, elle semblait banale. Une jeune femme tenant un nouveau-né, des soldats marchant dans la rue. Mais quand j'ai lu le nom inscrit au dos, Marguerite Lefebvre, 14 février 1916, mon sang s'est glacé. Cette femme était mon arrière-grand-mère. Et si vous restez jusqu'à la fin de cette histoire, vous découvrirez pourquoi elle sourit sur cette photo, alors qu'elle savait que dans 3 minutes exactement, elle verrait son mari pour la dernière fois. Cette photo fut trouvée dans la poche d'un vieux photographe militaire, Henri Dubois, quand il mourut en 1956. Les archives du 42e régiment d'infanterie confirment qu'il documentait les bombardements de Reims ce jour-là. Mais regardez attentivement le sourire de Marguerite. C'est le sourire de quelqu'un qui cache un secret terrible. Un secret qui allait coûter la vie à 247 hommes du bataillon de son mari. Marguerite Lefebvre avait 23 ans. Le registre de naissance de la mairie de Reims indique que son fils Jean était né 4 heures avant cette photo. 4 heures. Elle avait accouché seule avec sa sœur Suzanne de 16 ans, sans médecin, sans sage-femme, pendant que les bombes tombèrent sur la cathédrale. Le carnet de rationnement de la famille montre qu'elle n'avait pas mangé depuis 3 jours. Mais ce n'était pas le pire. Le pire, c'est qu'elle savait quelque chose que personne d'autre ne savait. Car ce matin du 14 février 1916, tandis qu'elle poussait son dernier cri pour mettre Jean au monde, un messager était arrivé à la porte. Un messager qui lui avait murmuré une information qui changerait le destin de centaines de familles. Les soldats qui marchaient devant sa fenêtre allaient directement vers un piège mortel à Verdun. Et Marguerite était la seule à le savoir. Elle avait exactement jusqu'au coucher du soleil pour faire un choix impossible. Avertir son mari André et trahir la France, ou garder le silence et le condamner à mort. Les registres paroissiaux de l'église Saint-Remy montrent qu'elle avait prié toute la nuit précédente. Mais Dieu restait silencieux, comme toujours depuis que la guerre avait commencé. Ce que Marguerite ne savait pas, c'est que quelqu'un l'observait depuis une semaine. Le photographe Henri Dubois n'était pas là par hasard. Il avait reçu l'ordre de surveiller cette maison, car les services de renseignement soupçonnaient qu'un espion s'y cachait. Mais pour comprendre comment Marguerite s'est retrouvée dans cette situation impossible, nous devons revenir 6 mois en arrière, quand elle croyait encore que l'amour était plus fort que la guerre. Août 1915. Reims était encore une ville presque normale. André Lefebvre, ouvrier à la fabrique de champagne-pommerie, venait de demander Marguerite en mariage. Le certificat de mariage conservé aux archives municipales montre qu'il s'était marié le 15 août, jour de l'Assomption. Marguerite portait la robe de mariée de sa mère, rapiécée 3 fois. André avait emprunté son costume à son frère mort l'année précédente. Leur nuit de noces fut interrompue par les sirènes. Premier bombardement sur Reims. Ils avaient fait l'amour dans la cave, entre les conserves et les sacs de pommes de terre, pendant que les bombes faisaient trembler la maison. C'est là que Jean fut conçu, dans ce mélange de terreur et d'amour désespéré qui caractérisait tous les mariages de guerre. 2 semaines plus tard, André recevait sa convocation. Le document militaire numéro 3847 stipulait qu'il devait se présenter à la caserne dans les 24 heures.
Marguerite était déjà enceinte mais ne le savait pas encore. André partit en lui promettant de revenir pour Noël. Il mentait. Tout le monde savait que personne ne revenait de Verdun. Les lettres d'André, conservées au musée de la Grande Guerre de Meaux, révèlent ses vrais sentiments. Il écrivait chaque soir, mais ne pouvait envoyer qu'une lettre par mois. Dans celle de septembre, il racontait comment il avait vu son premier mort. Dans celle d'octobre, il ne comptait plus. En novembre, il écrivit simplement qu'il avait oublié le goût du pain. Marguerite découvrit sa grossesse en octobre. Le médecin militaire qui l'examina clandestinement nota dans son journal personnel qu'elle était dangereusement maigre. Son lait risquait de ne pas venir, mais Marguerite souriait. Ce bébé était sa raison de survivre. Elle l'appelait déjà Jean, comme le père d'André, mort à la bataille de la Marne. Suzanne, sa jeune sœur, avait arrêté de parler depuis le bombardement du 15 décembre. Le diaire qu'elle commença à tenir plus tard décrit comment elle regardait sa sœur grossir pendant que la ville mourrait autour d'elle. Les voisins partaient un par un. Certains fuyaient vers Paris. D'autres partaient dans des cercueils improvisés. Madame Dubois, la vieille voisine du 3e étage, était la seule à aider. Les rapports de la Croix-Rouge française mentionnent qu'elle distribuait du lait aux femmes enceintes de la rue des Martyrs. Elle glissait une bouteille sous la porte de Marguerite chaque mardi, toujours à 3 heures du matin pour que personne ne la voie. Le 13 février 1916, veille de l'accouchement, Marguerite reçut une visite étrange, un homme en civil, avec un accent qu'elle ne reconnut pas. Il lui dit qu'il était un ami d'André. Il avait un message urgent. André avait découvert quelque chose au front, quelque chose qui pourrait sauver ou détruire des centaines de vies. Il fallait qu'elle sache, il fallait qu'elle choisisse. L'homme lui révéla que le prochain assaut sur Verdun était un piège. Les Allemands savaient, ils attendaient. Le bataillon d'André serait massacré. Mais si quelqu'un prévenait les soldats, ce serait de la trahison. La France perdrait peut-être la guerre. Des milliers d'autres mourraient. Marguerite avait jusqu'au lendemain soir pour décider, sauver son mari ou sauver la France. Cette nuit-là, les contractions commencèrent. Suzanne courut chercher la sage-femme, mais elle était partie soigner les blessés de la dernière offensive. Marguerite accoucha en mordant un torchon pour ne pas crier. Elle ne voulait pas alerter les voisins. Elle ne voulait pas qu'on sache qu'elle était seule, vulnérable. Les archives médicales retrouvées plus tard indiquent que l'accouchement dura 14 heures. Jean naquit à l'aube du 14 février. Il pesait à peine 2 kilos. Ses cris étaient faibles, presque inaudibles sous le bruit des canons. Marguerite le prit contre elle, sentit son cœur battre contre le sien. C'est à ce moment qu'elle entendit les bottes. Les soldats. Le régiment d'André passait dans la rue. Dans 3 minutes, elle le verrait pour la dernière fois. Reims, 1916. Une ville où les mères cachèrent leurs enfants dans les caves, chaque fois qu'elles entendaient le sifflement des obus. Les documents du service de santé des armées décrivent une ville fantôme où seuls restaient ceux qui n'avaient nulle part où aller. Marguerite était de ceux-là. Son père était mort à Charleroi, sa mère de la grippe espagnole. Il ne lui restait que Suzanne, et maintenant Jean. La rue des Martyrs portait bien son nom. Sur les 43 familles qui y vivaient en 1914, il n'en restait que 7. Les autres maisons étaient soit détruites, soit abandonnées. Les rats avaient remplacé les enfants dans les cours. Le rapport municipal de février 1916 note que l'eau potable était devenue rare. Les habitants buvaient l'eau de pluie collectée dans des bassines rouillées. Marguerite avait découvert le secret de sa famille 3 mois plus tôt, en cherchant des papiers pour toucher l'allocation militaire. Sous une latte du plancher, elle avait trouvé des lettres. Des lettres qui révélaient que son père n'était pas mort au combat comme on le lui avait dit. Il avait été fusillé pour désertion. Sa mère le savait. Elle avait menti à ses filles pendant 2 ans. Cette découverte avait brisé quelque chose en Marguerite. Elle comprenait maintenant pourquoi les autres femmes la regardaient avec pitié. Pourquoi le boucher lui donnait toujours les plus mauvais morceaux. Pourquoi le curé évitait son regard à la messe. Elle était la fille d'un lâche. Et maintenant, elle portait l'enfant d'un homme qui allait peut-être mourir en héros. L'ironie était insupportable.
André ne savait rien de ce secret. Dans ses lettres, il parlait de l'honneur de la famille Lefebvre, de la fierté de servir la France. Il racontait comment il pensait à elle chaque soir, comment il imaginait leur enfant. Dans sa dernière lettre, datée du 10 février et conservée au musée de la Grande Guerre, il avait écrit qu'il sentait que quelque chose de terrible approchait, mais qu'il était prêt. Pour elle. Pour la France. Le 12 février, 2 jours avant l'accouchement, Suzanne avait enfin reparlé. Un seul mot. Papa. Elle avait fait un cauchemar où elle voyait André mourir de la même façon que leur père. Marguerite l'avait serré dans ses bras, sentant le bébé bouger entre elles. Elle avait menti. Dit que papa était au ciel, qu'André reviendrait. Mais Suzanne n'était plus une enfant. À 16 ans, elle avait vu trop de veuves pour croire aux mensonges. Cette nuit-là, Marguerite avait pris une décision. Elle avait vendu son alliance. Le reçu du prêteur sur gage, retrouvé dans les archives familiales, montre qu'elle n'en avait tiré que 20 francs. Avec cet argent, elle avait acheté du laudanum. Pas pour elle, pour Jean, si les choses tournaient mal. Elle refusait que son fils connaisse la faim qui lui tordait le ventre depuis des mois. Le matin du 14 février, après la naissance de Jean, Marguerite avait regardé par la fenêtre et vu le capitaine Müller passer avec sa patrouille. Elle le connaissait. C'était lui qui avait signé l'ordre d'exécution de son père. Les documents militaires allemands, capturés après la guerre, confirment qu'il était obsédé par les familles de déserteurs. Il croyait que la lâcheté était héréditaire. Müller s'était arrêté devant sa porte. Il avait regardé la fenêtre. Leurs yeux s'étaient croisés. Il avait souri. Ce sourire qui disait qu'il savait pour son père, qu'il savait qu'André était au front, qu'il savait qu'elle était seule avec un nouveau-né. Il reviendrait. C'était une promesse. C'est à ce moment que les bottes avaient résonné sur les pavés. Le 42e régiment d'infanterie. 247 hommes marchant vers Verdun. Marguerite avait serré Jean contre elle, cherchant André dans la masse uniforme. Et puis elle l'avait vu. 3e rang, 5e position. Il regardait droit devant, le fusil sur l'épaule. Elle avait tapé à la vitre. 1 fois, 2 fois. André avait tourné la tête. L'espace d'une seconde, leurs regards s'étaient croisés. Elle avait levé Jean pour qu'il le voie. Le visage d'André s'était illuminé. Un sourire. Le premier vrai sourire depuis des mois. Il avait brisé la formation, fait un pas vers la maison. Le sergent avait crié. André était revenu en ligne. Mais pendant ces 2 secondes, Marguerite avait vu dans ses yeux tout ce qu'il voulait dire. Qu'il l'aimait, qu'il était fier, qu'il reviendrait, qu'il tiendrait sa promesse. Elle avait voulu crier, lui dire pour le piège, mais les mots étaient restés coincés dans sa gorge. C'est exactement à ce moment que Henri Dubois avait pris la photo. Le clic de l'appareil, presque inaudible sous le bruit des bottes. Plus tard, il écrirait dans son journal personnel qu'il n'avait jamais vu une scène aussi déchirante. Une mère tenant son nouveau-né, regardant le père partir vers une mort certaine. Le régiment avait continué sa marche. André avait disparu au coin de la rue. Marguerite était restée à la fenêtre, Jean pleurant dans ses bras. Elle avait compté. 3 minutes. C'est le temps qu'il avait fallu pour que le bruit des bottes disparaisse complètement. 3 minutes pendant lesquelles elle aurait pu courir, le rattraper, le sauver. Mais elle ne l'avait pas fait. Parce qu'au moment où André avait souri en voyant son fils, elle avait compris quelque chose. Il savait pour le piège. L'homme qui était venu la veille n'était pas un ami d'André. C'était un test pour voir si elle trahirait la France comme son père l'avait fait. Cette révélation l'avait frappée comme un coup de poing. Si elle avait couru après André, si elle l'avait prévenu, elle aurait confirmé les soupçons. Müller aurait eu sa preuve. La fille du déserteur était aussi une traîtresse. Jean aurait grandi avec cette tâche, comme elle. Alors elle était restée à la fenêtre, avait regardé l'homme qu'elle aimait marcher vers la mort, avait choisi l'honneur plutôt que l'amour. Exactement le contraire de ce que son père avait fait. Le certificat de décès militaire numéro 4827 confirme qu'André Lefebvre est mort à Verdun le 21 février 1916
exactement une semaine après avoir vu son fils pour la première et dernière fois. Mais ce matin du 14 février, Marguerite ne savait pas encore qu'André était déjà condamné, que le piège n'était pas à Verdun mais ici, dans cette rue, dans cette maison, que le véritable test n'était pas de sa loyauté, mais de sa capacité à survivre. Car Müller n'en avait pas fini avec la famille du déserteur. Le 15 février, lendemain de la photo, Marguerite découvrit que son lait avait séché. Le stress, la faim, la vision d'André partant vers la mort. Jean pleurait sans arrêt. Ses cris perçants traversaient les murs fins de l'immeuble. Les voisins commençaient à se plaindre. Le rapport de la Croix-Rouge française note qu'à cette période, un nouveau-né sur 3 mourait de malnutrition à Reims. Marguerite avait 2 options. Mendier du lait au marché noir et révéler sa vulnérabilité, ou laisser Jean mourir de faim en silence. Elle choisit une 3e voie. Elle prit le dernier objet de valeur qui lui restait, la montre de son père, celle qu'il portait le jour de son exécution. L'ironie était amère. L'objet qui symbolisait sa honte allait sauver son fils. Le prêteur sur gage était un homme cruel. Il savait reconnaître le désespoir. Il offrit 3 francs pour une montre qui en valait 50. Marguerite accepta. Avec cet argent, elle acheta une boîte de lait en poudre. De quoi tenir 4 jours. Après, elle ne savait pas. Mais 4 jours, c'était déjà un miracle. Le 17 février, Müller revint. Cette fois, il entra. Suzanne tenait Jean pendant que Marguerite faisait face au capitaine. Il parlait un français parfait, avec juste une pointe d'accent. Il dit qu'il savait qu'André était à Verdun, qu'il savait que le régiment avait peu de chances de survivre. Il pouvait aider. Faire en sorte qu'André soit rappelé à l'arrière. En échange d'informations, il voulait savoir qui aidait les familles de la rue, qui distribuait de la nourriture, qui cachait des armes. Marguerite savait. Madame Dubois, le boulanger, le médecin militaire. Mais elle resta silencieuse. Müller sourit. Il dit qu'il reviendrait, que la faim était mauvaise conseillère, que Jean était un beau bébé. Ce serait dommage qu'il ne connaisse jamais son père. Cette nuit-là, Marguerite fit quelque chose d'impensable. Elle vola. Le carnet de Suzanne raconte comment sa sœur s'était glissée dans la boulangerie abandonnée de la rue voisine. Elle avait trouvé de la farine moisie, quelques pommes de terre germées, de quoi faire une bouillie immonde mais nourrissante. C'était ça ou regarder Jean s'affaiblir. Le 19 février, une lettre arriva. Pas d'André, mais du commandement militaire. Le document officiel, conservé aux archives nationales, annonçait que le 42e régiment était engagé dans une offensive majeure. Les familles devaient prier pour la victoire. Entre les lignes, tout le monde comprenait. Préparez-vous au deuil. Marguerite refusa d'abandonner. Elle commença à faire quelque chose d'extraordinaire. Elle écrivait. Chaque soir, elle écrivait une lettre à Jean. Pour quand il serait grand. Pour qu'il sache qui était son père. Qui était sa mère. Ces lettres, retrouvées dans le grenier de la famille en 1987, sont d'une beauté déchirante. Elle y raconte l'amour d'André, mais aussi ses propres faiblesses, ses doutes, sa peur. Le 20 février, Madame Dubois fut arrêtée. Quelqu'un l'avait dénoncée pour distribution illégale de nourriture. Marguerite savait que ce n'était que le début. Müller resserrait l'étau. Bientôt, elle serait complètement seule. Suzanne le comprenait aussi. Cette nuit-là, elle parla vraiment pour la première fois depuis des mois. Elle dit qu'elle partirait, qu'elle irait chercher de l'aide à Paris. Marguerite la supplia de rester, mais Suzanne était déterminée. Le matin du 21 février, exactement une semaine après la photo, 2 choses se passèrent simultanément. Suzanne partit à l'aube, emportant les derniers francs et une lettre pour une cousine à Paris. Et à 9 heures, on frappa à la porte. Ce n'était pas Müller, c'était un télégraphiste. Il avait un message. Marguerite savait déjà ce qu'il contenait avant même de l'ouvrir. André Lefebvre. Mort au champ d'honneur. 21 février 1916. 5 heures du matin. Le certificat de décès précisait qu'il était mort en héros, sauvant 3 camarades.
Une médaille posthume serait envoyée. Marguerite regarda Jean qui dormait dans son berceau improvisé. Il ne saurait jamais que son père l'avait vu, que pendant 2 secondes, ils avaient été une famille complète. Mais le télégramme contenait autre chose. Une note manuscrite, ajoutée par quelqu'un. 3 mots seulement. Henri a survécu. Marguerite ne connaissait aucun Henri dans le régiment d'André, mais quelque chose dans ces mots lui donnait de l'espoir. Quelqu'un, quelque part, avait survécu. Quelqu'un qui pourrait peut-être raconter les derniers jours d'André. Cet après-midi-là, Müller revint. Il savait pour André. Il dit que c'était dommage, qu'il aurait pu le sauver. Maintenant, Marguerite était vraiment seule. Une veuve avec un bébé. Pas de famille. Pas de ressources. Il lui laissait une dernière chance. Les noms. Juste les noms de ceux qui aidaient. Personne ne saurait. Elle et Jean seraient protégés. Marguerite le regarda dans les yeux. Pour la première fois depuis des jours, elle ne tremblait pas. Elle dit non. Simplement non. Müller sembla surpris. Il mentionna son père. Le déserteur. Dit que la lâcheté et la trahison étaient dans le sang de cette famille. Marguerite répondit que justement, elle choisissait de briser cette malédiction. Müller partit en promettant qu'elle regretterait. Mais Marguerite ne l'écoutait plus. Elle regardait Jean. Dans 1 heure, elle devrait choisir entre acheter du charbon pour le chauffer ou du lait pour le nourrir. Elle n'avait d'argent que pour l'un ou l'autre. Elle regarda par la fenêtre la neige qui commençait à tomber. Le froid serait terrible cette nuit. C'est alors qu'elle vit quelque chose d'impossible. Dans la rue, un homme en uniforme français. Il boitait, s'appuyait sur une canne. Il leva les yeux vers sa fenêtre. Leurs regards se croisèrent. Il fit un signe de tête puis glissa quelque chose sous sa porte. Quand Marguerite descendit, l'homme avait disparu. Mais il avait laissé une enveloppe. Dedans, 50 francs et une photo. La photo la montrait, elle, à la fenêtre avec Jean, le 14 février. Et au premier plan, on voyait André tourné vers eux, souriant. Le photographe avait capturé le moment exact où André avait vu son fils. Au dos, une inscription. Henri Dubois, photographe du 42e. Pour que Jean sache que son père l'a vu, les archives militaires confirment qu'Henri Dubois fut le seul photographe à survivre à l'offensive de Verdun. Cette photo changeait tout. Jean aurait une preuve que son père l'avait aimé, l'avait vu, avait souri. Marguerite serra l'enveloppe contre son cœur. 50 francs. De quoi survivre 2 semaines. 2 semaines pour trouver une solution. Pour que Jean vive. Pour qu'André ne soit pas mort pour rien. Le 25 février 1916, 4 jours après la mort d'André, Marguerite prit Jean dans ses bras pour ce qu'elle pensait être la dernière fois. Le lait était épuisé. Le charbon aussi. La température dans l'appartement était descendue sous 0. Les doigts de Jean étaient de bleu. Elle l'avait enveloppé dans tous les vêtements qu'elle possédait. Mais ce n'était pas suffisant. Elle décida de l'emmener à l'église Saint-Remy. Au moins là, il y avait encore du chauffage. Les registres paroissiaux mentionnent qu'elle s'agenouilla devant l'autel avec son fils pendant 3 heures. Les fidèles présents racontèrent plus tard qu'elle ne priait pas. Elle chantait. Les vieilles berceuses que sa mère lui chantait. Jean avait arrêté de pleurer. Il la regardait, ses petits yeux fixés sur le visage de sa mère. C'est là qu'Henri Dubois la trouva. Le photographe militaire était revenu. Il boitait toujours, une blessure de Verdun qui ne guérirait jamais complètement. Il s'assit à côté d'elle sur le banc. Sans un mot, il posa une sacoche en cuir à ses pieds. Dedans, des conserves, du lait en poudre, des médicaments et une lettre. La dernière lettre d'André, écrite la nuit avant l'assaut. Marguerite ouvrit la lettre avec des mains tremblantes. André y racontait sa rencontre avec Henri dans les tranchées. Comment ils avaient parlé de leur famille. Comment Henri avait promis de veiller sur elle et Jean si quelque chose arrivait. André savait qu'il allait mourir. Il le sentait. Mais il voulait qu'elle sache qu'il partait en paix, sachant que quelqu'un veillerait sur eux. La lettre contenait autre chose. Une confession. André savait pour son père, le déserteur. Il l'avait toujours su. Sa propre mère le lui avait dit avant leur mariage.
Il s'en fichait. Il l'aimait pour qui elle était, pas pour les fautes de son père. Il voulait que Jean sache cela, que l'amour était plus fort que la honte, plus fort que le passé. Henri raconta les derniers moments d'André, comment il avait chargé seul une position de mitrailleuse pour permettre à ses camarades de se replier, comment il avait crié le nom de Marguerite avant de tomber, comment Henri avait rampé sous le feu pour récupérer ses affaires personnelles, la montre qu'André voulait donner à Jean, la photo de Marguerite qu'il gardait contre son cœur. Marguerite pleura pour la première fois depuis l'annonce de la mort. De vraies larmes, pas le silence stoïque qu'elle s'imposait. Jean, dans ses bras, tendit sa petite main et toucha ses joues mouillées. Ce geste simple brisa quelque chose en elle. La carapace qu'elle avait construite pour survivre. Elle réalisa qu'elle n'était pas seule. Henri était là, Jean était là, André vivait à travers eux. Henri lui apprit autre chose. Müller avait été rappelé à Berlin. Une enquête pour corruption. Apparemment, il extorquait les familles de déserteurs. L'armée allemande ne tolérait pas cela. Il ne reviendrait pas. La menace était levée. Marguerite et Jean étaient libres. Libres de vivre, de grandir, de guérir. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des semaines, Marguerite mangea à sa faim. Henri avait apporté du vrai pain, du fromage, même un peu de confiture. Elle donna le sein à Jean, son lait revenant miraculeusement. Le rapport médical d'un docteur militaire qui l'examina le lendemain note que c'était médicalement inexplicable. Le corps avait simplement décidé de vivre à nouveau. Le 1er mars, Suzanne revint de Paris. Elle n'était pas seule. Elle avait trouvé leur cousine, Marie, qui avait accepté de les héberger toutes les trois. Marie travaillait dans une usine de munitions. Le salaire était maigre mais régulier. Elle pourrait survivre. Ensemble. Les documents d'embauche de l'usine Citroën montrent que Marguerite commença à y travailler le 15 mars 1916. Mais avant de partir pour Paris, Marguerite voulait faire quelque chose. Elle retourna rue des Martyrs avec Henri et Jean. Elle lui demanda de prendre une dernière photo. Cette fois, elle ne serait pas à la fenêtre. Elle serait dehors, dans la rue, là où André avait marché. Jean dans les bras, debout, le regard vers l'horizon. Pas une photo de deuil, une photo d'espoir. Henri prit cette seconde photo le 3 mars 1916, exactement 17 jours après la première. La différence est saisissante. Marguerite ne sourit pas, mais son visage n'est plus marqué par la peur. Elle regarde droit devant, Jean serré contre elle. Derrière eux, on voit les ruines de Reims. Mais debout au milieu de ces ruines, une mère et son fils qui refusent de s'effondrer. C'est cette photo qu'Henri garda pour lui. L'autre, celle du 14 février avec André, il la donna à Marguerite. Pour Jean. Pour plus tard. Pour qu'il sache. Les deux photos racontent une histoire complète. Le dernier moment d'une famille unie. Et le premier moment d'une nouvelle vie. Entre les deux, la guerre, la mort, la faim, la peur, mais aussi l'amour, l'espoir, la survie. Henri accompagna Marguerite, Suzanne et Jean à la gare. Le train pour Paris partait à midi. Sur le quai, il fit une promesse. Il viendrait les voir. Il serait l'oncle que Jean n'avait pas. Il raconterait André, le vrai André. Pas le héros officiel, mais l'homme qui avait peur et qui avançait quand même. L'homme qui était mort en criant le nom de la femme qu'il aimait. Marguerite monta dans le train avec Jean. Par la fenêtre, elle vit Reims s'éloigner. La ville en ruine où elle avait tout perdu et tout trouvé, où elle avait appris que l'amour pouvait survivre à la mort. Que la honte pouvait être vaincue par le courage. Que même au milieu de l'enfer, les bébés naissaient et les mères trouvaient la force de les protéger. Jean dormait contre son sein. Dans sa poche, la photo, la preuve qu'ils avaient été une famille. Que pendant 2 secondes, le 14 février 1916, André Lefebvre avait vu son fils et avait souri. C'était peu, c'était tout, c'était suffisant pour construire une vie. Paris, 1946, 30 ans après la photo. Jean Lefebvre, maintenant professeur d'histoire au lycée Voltaire, ouvrit une lettre qui allait changer sa compréhension de tout. Henri Dubois, mourant dans un hôpital militaire, l'avait fait appeler. Il avait quelque chose à lui dire.
Quelque chose que Marguerite ne savait pas. Les registres de l'hôpital Val-de-Grâce confirment cette dernière rencontre, le 15 mai 1946. Henri était méconnaissable. Le cancer l'avait rongé. Mais ses yeux étaient toujours vifs. Il tendit à Jean une boîte en métal. Dedans, des dizaines de photos. Et un journal. Son journal de guerre. Celui où il avait tout consigné. La vérité sur André. La vérité sur cette journée du 14 février 1916. La vérité que Marguerite n'avait jamais su. André n'était pas qu'un simple soldat. Les documents militaires déclassifiés en 1946 le confirment. Il était agent de liaison pour les services de renseignement. Sa mission à Verdun n'était pas de combattre mais d'identifier un espion dans les rangs français. Un espion qui causait la mort de centaines d'hommes en révélant les positions françaises. L'homme qui était venu voir Marguerite le 13 février n'était pas un test, c'était le vrai espion. André l'avait identifié mais ne pouvait pas l'arrêter sans preuve. Il avait confié à Henri que si quelque chose lui arrivait, il fallait protéger Marguerite. L'espion pourrait vouloir l'éliminer pour effacer ses traces. Henri révéla autre chose. André n'était pas mort le 21 février comme l'indiquait le télégramme officiel. Il était mort le 14 février. 3 heures après avoir vu son fils. Une balle dans le dos, pas une balle allemande, une balle française. L'espion l'avait exécuté. Henri avait menti à Marguerite pour la protéger, pour qu'elle ne cherche pas à venger André, pour qu'elle survive. Jean regarda les photos qu'Henri avait prises, des dizaines de clichés de Marguerite qu'il ne connaissait pas, sa mère vendant son alliance, sa mère volant dans la boulangerie, sa mère s'évanouissant de faim. Henri avait tout documenté, pas par voyeurisme, par amour, pour qu'un jour, Jean comprenne le prix que sa mère avait payé pour qu'il vive. Une photo en particulier le bouleversa. Marguerite, la nuit du 20 février, tenant une fiole de laudanum au-dessus du berceau de Jean. Henri avait écrit au dos qu'elle était restée ainsi pendant 1 heure, pesant le pour et le contre, la mort douce contre la faim atroce. Elle avait choisi la faim. Elle avait choisi de croire que quelque chose, quelqu'un viendrait. Et Henri était venu. Henri mourut le lendemain. Ses derniers mots, consignés par l'infirmière, furent pour André. Il avait tenu sa promesse. Il avait veillé sur eux. Jean pouvait être fier. De son père, héros dans l'ombre. De sa mère, héros dans la lumière. Les documents de succession montrent qu'Henri légua toute sa collection de photos au musée de la Grande Guerre, sauf 2. Les 2 photos de Marguerite et Jean, qu'il légua à Jean. Jean retourna à Reims en 1950. La ville avait été reconstruite mais la rue des Martyrs existait toujours. La maison aussi, transformée en logements sociaux. Il monta au 2e étage, frappa à la porte. Une jeune famille l'accueillit. Une mère, un père, un bébé. Il leur raconta l'histoire, la vraie histoire. Ils l'écoutèrent en silence, le bébé dormant dans les bras de sa mère. Avant de partir, Jean leur donna quelque chose. Une plaque commémorative qu'il avait fait faire. Elle disait simplement que dans cette maison, le 14 février 1916, une mère avait choisi la vie. La municipalité de Reims accepta de la poser sur la façade. Elle y est toujours. Les touristes passent devant sans la voir. Mais parfois, une mère avec son enfant s'arrête, lit, comprend. Marguerite mourut en 1962, à 69 ans. Jusqu'au bout, elle ne sut jamais la vérité sur André. Jean avait choisi de ne pas lui dire. Elle avait assez souffert. Elle mourut en croyant qu'André était mort en héros à Verdun. Ce qui, d'une certaine façon, était vrai. Il était mort en héros. Juste pas où elle le croyait. Les lettres que Marguerite avait écrites à Jean furent publiées en 1987, après la mort de Jean. Elles devinrent un témoignage majeur sur la condition des femmes pendant la Grande Guerre. L'université de la Sorbonne créa une chaire Marguerite Lefebvre dédiée à l'histoire des femmes en temps de guerre. La première photo, celle du 14 février, devint l'image symbole de cette chaire. Mais le véritable héritage de Marguerite n'est pas dans les musées ou les universités. Il est dans les centaines d'élèves que Jean a formés. À chacun, il racontait l'histoire de sa mère, comment elle avait transformé le désespoir en espoir, comment elle avait brisé la malédiction familiale,
comment elle avait prouvé que même dans les moments les plus sombres, l'amour trouve un chemin. La petite fille de Jean, Marie Lefebvre, est aujourd'hui photographe de guerre. Elle porte toujours sur elle les deux photos, celle du 14 février et celle du 3 mars. Quand elle voit des mères dans les zones de conflit, tenant leurs enfants, refusant de céder, elle pense à Marguerite. Elle prend leurs photos, pour témoigner, pour que personne n'oublie, car voici la leçon de Marguerite Lefebvre, inscrite dans chaque grain de ses vieilles photographies. Nous ne choisissons pas les guerres dans lesquelles nous naissons. Nous ne choisissons pas les tragédies qui nous frappent, mais nous choisissons comment y répondre, avec désespoir ou espoir, avec haine ou amour, avec abandon ou résistance. Marguerite a choisi l'espoir, dans une chambre froide, avec un bébé affamé, un mari mort, un père déshonoré. Elle a choisi de croire que demain serait différent. Et parce qu'elle y a cru, parce qu'elle a tenu, demain fut différent. Jean a vécu. Il a enseigné. Il a transmis. L'histoire continue. Cette photo du 14 février 1916 n'est donc pas seulement l'image d'une tragédie. C'est l'image d'un miracle quotidien. Le miracle des mères qui tiennent quand tout s'effondre. Des pères qui sourient en voyant leurs enfants même en marchant vers la mort. Des nouveau-nés qui insistent pour vivre dans un monde qui insiste pour mourir. Si vous avez un jour la chance de voir cette photo dans les archives du musée de la Grande Guerre, regardez bien. Pas les soldats, pas les ruines. Regardez Marguerite. Regardez ses mains qui tiennent Jean. Ferme malgré la faim. Douce malgré la peur. C'est cela, le vrai courage. Tenir. Simplement tenir. Jusqu'à ce que la lumière revienne. Car elle revient toujours. Il suffit de tenir assez longtemps pour la voir. Avant de conclure, rappelons-nous que cette histoire fictionnelle inspirée de faits réels historiques nous enseigne que même dans les ténèbres de la guerre, le courage d'une mère peut transformer le désespoir en espoir. La mémoire n'est pas seulement faite de grandes batailles, mais aussi de ces instants silencieux où une vie fragile est défendue à tout prix. Et vous, qu'auriez-vous fait à la place de Marguerite, face à un choix impossible entre l'amour et le devoir? Avez-vous déjà découvert un secret de famille qui a changé votre vision du passé? Pensez-vous que la loyauté envers une nation peut être plus forte que la loyauté envers ceux qu'on aime? Écrivez le mot « résilience » dans les commentaires pour montrer que vous êtes resté jusqu'à la fin. Dites-nous aussi de quelle ville vous nous regardez. Et si vous le souhaitez, partagez une histoire ancienne de vos grands-parents ou de vos ancêtres qui pourrait peut-être inspirer nos prochaines vidéos. Merci de tout cœur. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, d'activer la cloche et de la partager avec vos proches. Et cliquez sur la carte à la fin pour découvrir d'autres récits bouleversants.